Bien, je continue donc sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Quelle est l'interaction entre un spin nucléaire, c'est-à-dire le petit aimant qui est dans le noyau de l'atome, et le champ magnétique externe, c'est le champ magnétique de l'aimant. Je rappelle qu'un appareil de résonance, un appareil d'IRM, il est fait à l'aide d'un aimant très fort et extrêmement fort. Donc, quelle est l'interaction entre le petit champ magnétique du spin, c'est le spin de l'hydrogène qu'on étudie, et le champ magnétique externe. C'est ce que vous voyez ici, ce qu'on a tout à l'heure. Vous avez ici des spins nucléaires de l'atome d'hydrogène qu'on est en train d'étudier, ou celle du carbone 13, ou celle de l'oxygène 17, ce sont des spins en l'absence d'un champ externe. Imaginez qu'il n'y a pas celui-là pour le moment. Les spins sont orientés de manière aléatoire, vers le sud, vers le bas, vers le haut, et ainsi de suite. Une fois que vous mettez cet échantillon-là sous l'effet d'un aimant, d'un champ, vous voyez ici, c'est le champ, ce n'est pas l'hydrogène, c'est H, c'est l'aimant. Vous voyez deux orientations possibles pour l'atome d'hydrogène. Vous avez les plus 1,5, c'est les rouges, et les moins 1,5, c'est les bleus. Donc vous avez deux orientations possibles selon parallèle au champ ou antiparallèle. Plus 1,5 parallèle, moins 1,5 antiparallèle. Donc c'est pour vous dire que les gens qui ont vu ça, qui ont étudié le phénomène de la résonance, ont d'abord détecté, ont d'abord mis en évidence le fait que le spin est un noyau. Le spin est un noyau, le spin est un petit aimant, je m'excuse, le spin est un petit aimant, et donc il est orienté selon la valeur, selon le champ magnétique externe que vous lui appliquez. C'est ce que vous avez ici, c'est le cas du proton, vous avez plus 1,5, I égale moins 1,5, ça c'est le parallèle champ, vous voyez ici, parallèle champ en train de tourner, le moment magnétique parallèle et le moment magnétique antiparallèle. D'accord? Vous voyez ici. Donc ça c'est l'état bêta, on l'appelait bêta, et ça c'est l'état alpha, ce sont des appellations, on peut l'appeler gamma ou autre. Donc le parallèle I égale 1,5, c'est l'état alpha, parallèle à H0, et l'antiparallèle à H0 sera appelé bêta. Regardez ici, c'est le cas, regardez la molécule de l'éthane, là, c'est CH3, CH3, il est là. CH3, CH3 qui est là, c'est l'état sans l'action du champ externe. Des orientations vers le haut, vers le bas, vers l'est, vers le sud, vers l'est aussi, ou le nord-est, et ainsi de suite. Si vous mettez cet éthane sous l'effet d'un champ magnétique, ça c'est le champ, et bien vous avez les parallèles et vous avez les antiparallèles. D'accord? 1,5 parallèle, antiparallèle, moins 1,5. Deux orientations possibles. Ces orientations, toujours la valeur absolue c'est 1,5. Mais le sens vectoriel, soit qu'il est parallèle au champ, soit qu'il est antiparallèle au champ. Alors, vous avez donc deux états alpha, on peut les appeler comme je dis gamma ou delta. Donc, alpha, c'est celui qui est parallèle au champ. Vous avez mu égale gamma H fois I, I toujours 1,5 pour l'atome d'hydrogène qu'on traite ici. Gamma, c'est la constante gyromagnétique. H, c'est H sur 2pi, c'est la constante de Planck qui divise 2pi. Donc, ça, c'est moins antiparallèle, d'accord? Moins gamma H fois I. I, c'est le spin. Vous voyez ici, c'est ce qu'on a ici. Regardez, ça c'est le champ externe, il est là. C'est ce qu'il y a là. Regardez, le rouge c'est le sud, le nord c'est le bleu. Ça c'est le spin. Excité. Alors je vous pose la question, regardez ici cette image. Le spin jaune, est-ce qu'il suit la couleur bleue, le nord, ou la couleur rouge qui est celle du sud? Regardez, qu'est-ce qu'il suit? Il suit la bleue, c'est-à-dire il suit le nord. D'accord? Si la couleur bleue est vers le bas, il est vers le bas. Si la couleur bleue de cet aimant est vers le haut, il est vers le haut. D'accord? C'est ce qu'on appelle une excitation. Grâce à ce champ magnétique. D'accord? Grâce à ce champ. Si on enlève ce champ, eh bien celui-là, il va rester là, sans bouger. Un autre va rester de l'autre côté, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous avez là,
Ça, c'est ce qui, quand il est dans l'état alpha, plus 1,5. Une fois qu'il est en haut, il devient moins 1,5. C'est ce qu'on appelle exciter le spin de l'état alpha à l'état bêta, de l'état parallèle à l'état antiparallèle. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut un champ magnétique, il est là. Il faut un champ magnétique. Il faut une valeur suffisante pour provoquer cette excitation. Alors, donc c'est une énergie magnétique delta E entre alpha et bêta qui est égale à H, la constante de Planck, fois la fréquence. Et bien, on va le voir par la suite, qui est égale à gamma H sur 2pi fois H0. Gamma, c'est la constante gyromagnétique de l'atome d'hydrogène qu'on étudie. Si on va étudier le carbone, ce sera une autre constante. Donc celle-là dépend de l'atome qu'on étudie en RMN. H c'est constant, 2pi c'est constant, donc de quoi dépend cette énergie? Tout simplement de la valeur du champ externe que vous appliquez. D'accord? Donc, vous voyez ici, pourquoi il y a cette excitation? Eh bien, parce que ce H qui est là, cet aimant qui est là, est suffisant pour provoquer une énergie suffisante d'excitation. Eh bien, quelle est la condition de résonance? Alors, la condition de résonance, qu'est-ce qu'on appelle résonance? Résonance, c'est avoir une réponse. Quand est-ce qu'on a cette réponse? Quand est-ce qu'on a cette résonance? Eh bien, pour répondre à cette question, on va prendre le cas de l'ARMN du proton, qui est l'objet de notre cours. Le proton, il a un spin égal 1,5. Donc voilà. D'accord? Voilà, en train de tourner autour du champ magnétique B. D'accord? Le proton en rotation autour du champ magnétique B avec une vitesse angulaire. Regardez, le proton en rotation, c'est un mouvement de précession autour de l'axe du champ magnétique externe. H0 ou B, c'est la même chose, je vous l'ai dit. Ça peut être H, ça peut être B, avec une vitesse oméga 0. Plus la valeur de ce champ est forte, plus ça va tourner beaucoup plus rapidement. C'est ce qu'on va voir dans la diapo suivante. Regardez, nous avons deux états cette fois-ci. Vous voyez le champ, soit H0, soit B0, en train de tourner, d'accord, autour du champ magnétique. Regardez, avec les moins 1,5 vers le bas, les plus 1,5 vers le haut, en train de faire la rotation. Alors, le mouvement de rotation se fait avec une vitesse angulaire oméga 0, qui est, comme je vous ai dit, proportionnelle à H0, plus la valeur de B ou de H, c'est la même chose. J'ai fait exprès de mettre parfois B, parfois H, pour que vous ayez les deux lettres utilisées, et comme ça, il n'y aurait pas de confusion en fonction des ouvrages. Donc, B, plus le champ est grand, plus la vitesse angulaire est grande. D'autre part, on sait que la vitesse angulaire est égale à 2pi fois la fréquence. C'est la fréquence de rotation. Plus la fréquence est grande, plus la vitesse angulaire est grande. Donc vous avez nu0 égale oméga 0 sur 2pi, nu0 égale oméga 0 sur 2pi, qui est égal à gamma h0, c'est oméga 0, c'est ça, sur 2pi, c'est la fréquence de l'arme. Donc, c'est une relation fondamentale en RMN. Alors, vous avez l'excitation de tout à l'heure, c'est ce qu'on a là, regardez ici, nous avons delta nu égale gamma h sur 2pi fois h0. Regardez ici, nu0 égale gamma h sur 2pi fois h0. Si la valeur de h0 est suffisante, on peut avoir l'excitation. Si la valeur de h0 n'est pas suffisante, ben l'énergie ne sera pas suffisante pour faire l'excitation. C'est ce qu'on vous dit là. Il est possible d'effectuer une transition entre les deux niveaux, moins 1,5 et plus 1,5 bien sûr, en fournissant au noyau l'énergie électromagnétique. Là voilà. Là voilà l'énergie nécessaire. C'est une énergie électromagnétique, bien sûr. Alors voilà. Donc, si l'énergie est suffisante, si la valeur du champ est suffisante, on peut avoir l'excitation. Si cette valeur de H, qui est responsable de l'énergie magnétique, n'est pas suffisante, on ne peut pas avoir ça. Donc, l'excitation peut avoir lieu de l'état alpha, plus 1,5 pendant, vers l'état bêta, moins 1,5, si et seulement si l'écart énergétique égale gamma H sur 2pi fois H0. Qu'est-ce qu'on maîtrise dans cette équation? On maîtrise, nous, le champ.
on va faire un aimant, soit un aimant faible, soit un aimant fort, soit un aimant moyen. Ça dépend de ce que vous voulez traiter. D'accord? Donc, si vous appliquez un champ externe suffisant, vous aurez l'énergie pour faire une transition. Et bien, une fois que cette transition aura lieu, on dit que le noyau résonne. Donc, résonance du noyau veut dire tout simplement appliquer un champ et provoquer l'excitation. Une fois l'excitation OK, il y a ce qu'on appelle la résonance du noyau. Alors, maintenant, on va parler des techniques expérimentales.